Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette web conférence qui est dédiée aujourd'hui à la douleur ostéo-articulaire. Donc c'est un grand plaisir d'être aujourd'hui parmi vous dans cette web conférence proposée par les laboratoires Pilège. Alors pour cette web conférence, je serai accompagné aujourd'hui par mon confrère, le docteur Marc Beck, qui est médecin généraliste à Toulouse, phytothérapeute et nutritionniste et qui connaît bien donc toute l'approche nutritionnelle et phytothérapique donc de ces douleurs. La première partie, moi qui suis donc Serge Perrault, je suis professeur de thérapeutique, médecin de la douleur. Je dirige le centre de la douleur de l'hôpital Cochin à Paris et je vais dans un premier temps vous exposer donc les grandes lignes de la physiopathologie de cette douleur et comment cette physiopathologie peut expliquer des approches particulières qui seront ensuite donc détaillées, précisées par mon confrère. Pour finir, nous aurons bien sûr une session de questions-réponses auxquelles nous essayons de répondre de la façon la plus simple et la plus claire pour qu'après cette session, vous n'ayez plus aucune question en suspens non résolue sur ces fameuses douleurs dans les troubles ostéo-articulaires. Alors, la douleur ostéo-articulaire est véritablement un problème très fréquent dans la pratique. C'est un motif, je dirais, quasi quotidien de consultation, notamment en médecine générale. Ici, vous voyez 85% de motifs de consultation en rhumatologie. En médecine générale, on estime que c'est environ 40 à 60% des motifs de consultation. Pour la rhumatologie, la douleur, eh bien, ça correspond bien sûr à l'arthrose, la maladie la plus fréquente, mais aussi les rhumatismes inflammatoires, les pathologies du rachis, les pathologies tendinomusculaires, la fibromyalgie. Juste pour préciser un petit point d'étymologie, la rhumatologie, c'est la science des fluides. Le rhume, c'est un épanchement et donc on va voir qu'on va s'intéresser à tous ces fluides qui traversent notre organisme et qui peuvent nous induire des douleurs. Alors, le plan de notre exposé avec le docteur Marc Beck sera donc la physiologie de la douleur, comprendre la douleur, comment survient une douleur, pourquoi elle survient, pourquoi elle dure, les différents visages de cette douleur, parce qu'il n'y a pas une douleur, mais des douleurs, même dans les pathologies ostéo-articulaires, comment l'évaluer, et après, bien sûr, comment, en fonction de ces premières étapes qui permettent de mieux comprendre la douleur, de l'expliquer aussi à nos patients, comment prendre en charge donc tous ces troubles en micronutrition et phytonutrition. Alors, physiologie de la douleur, physiopathologie de la douleur, puisque c'est véritablement une pathologie, la douleur. Déjà, concentrons-nous sur deux situations tout à fait différentes, deux contextes très distincts qui vont amener des approches complètement opposées. La première situation, c'est la douleur aiguë. La douleur aiguë, c'est la douleur de la fracture, la douleur du traumatisme, de la poussée inflammatoire, notamment en pathologie articulaire, une poussée d'arthrite par exemple. Ça a donc un phénomène aigu, un phénomène qui doit être traité, qui est considéré ici la douleur comme un signal d'alarme qui nous oriente vers un dysfonctionnement. Cette douleur aiguë nous fait dire il se passe quelque chose à cet endroit, il faut faire des examens pour mieux comprendre, il faut traiter la cause et également la douleur, et en général, ça partira. C'est comme si un cambrioleur rentrait dans une maison, tout d'un coup, il y a un signal d'alarme pour nous signaler le cambrioleur, on résout le problème, on arrête l'alarme et ça rentre dans l'ordre. La douleur chronique, c'est tout à fait différent. C'est ici, le cambrioleur a dévalisé la maison depuis longtemps, il est parti depuis longtemps, mais l'alarme continue à sonner. L'alarme ne sert plus à rien. Eh bien, la douleur chronique, c'est véritablement ça, un signal physiopathologique qui ne sert plus à rien, qui s'est emballé, même si la cause initiale a depuis longtemps été traitée ou prise en charge. Et donc, on considère ici qu'on est dans un modèle biopsychosocial, puisque les conséquences psychologiques, sociales, professionnelles sont tout aussi importantes que la maladie sous-jacente et qu'il faudra prendre en charge cet ensemble et pas seulement ce qu'on appelle le biologique, c'est-à-dire la cause initiale, si on la repère, de cette douleur chronique. Alors, en rhumatologie, ce qui est compliqué,
c'est que souvent on a des contextes intriqués, on a beaucoup de pathologies, de patients qui viennent avec des douleurs chroniques et puis tout d'un coup ils vont avoir une douleur aiguë sur ce fond chronique. Et là c'est très compliqué puisqu'il faut être attentif, évaluer, comprendre la douleur du patient et savoir qu'il faudra traiter les deux, la poussée aiguë sur le fond chronique, et c'est bien sûr un défi souvent posé aux urgences, chez les patients qui viennent pour des poussées aiguës aux urgences, alors qu'ils sont déjà traités pour des douleurs chroniques. On parle de douleurs articulaires, il faudrait plutôt parler de douleurs au pluriel, hein, puisque les douleurs sont très diverses, vous le savez très bien, selon les sites qu'elles atteignent, entre une douleur articulaire qui va toucher les mains, qui pourra parfois donner des sensations de brûlure, de décharge électrique, une douleur du genou qui va être plutôt mécanique à la marche, avec un périmètre de marche réduit. On a des cliniques très différentes dans la douleur et donc qu'il faut falloir analyser plus précisément pour mieux comprendre les approches thérapeutiques. Souvent, les rhumatologues se focalisent sur l'inflammation, sur la fonction. Les médecins de la douleur se focalisent sur les composantes psychologiques, la détresse émotionnelle, etc. En fait, il faut s'intéresser aux deux. La douleur, c'est une expérience particulière qui comprend autant des phénomènes biologiques que des phénomènes émotionnels et psychologiques. Alors venons-en un petit peu à la physiologie. Donc d'où vient la douleur? Eh bien la douleur, au départ, elle vient de petites fibres, de récepteurs, ces petites fibres qui sont présentes sur toute l'articulation, des petites fibres amyéliniques, sans myéline. Et donc ces petites fibres qui tapissent un peu l'articulation, la synoviale, l'os sous-chondral, le périoste, les muscles. Donc quand elles sont excitées, sensibilisées par une inflammation, par une pression, par un traumatisme, vont envoyer un message douloureux. Une caractéristique de l'articulation est que le cartilage, vous le savez, est un tissu qui n'est ni innervé ni vascularisé. Donc il n'y a pas de récepteur de la douleur dans le cartilage. Et ça, c'est déjà une des raisons qui font que on peut dire aux patients que ce n'est pas parce qu'ils ont très mal qu'ils ont une atteinte évoluée de leur articulation. Et à l'inverse, s'ils ont très mal, on pourra les soigner, soigner la douleur indépendamment de la destruction articulaire. Il n'y a aucune corrélation entre l'intensité d'une douleur et un dommage articulaire. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, plusieurs types de douleurs quand on a une douleur articulaire. Première douleur qu'on connaît, la plus fréquente, c'est la poussée inflammatoire, hein. J'ai la nuit une douleur qui me réveille dans une articulation. Ici, vous voyez une poussée donc d'arthrite interphalangienne distale. C'est la poussée inflammatoire. Ici, qu'est-ce qui est activé? Ce sont les récepteurs présents sur la membrane synoviale. C'est une douleur nociceptive inflammatoire. Deuxième type de douleur, donc c'est les douleurs osseuses. C'est-à-dire là, c'est quoi? J'ai une douleur du genou. Dès que je marche, je mets en pression ce genou qui va supporter donc une pression importante. Et comme le cartilage est abîmé, vous avez compris qu'il n'était pas innervé, mais il est abîmé, eh bien l'os est soumis directement à ces contraintes. Il n'est plus protégé par le cartilage. Et là, on a une douleur mécanique. Eh bien, il faut savoir que les douleurs mécaniques, en général, sont surtout des douleurs osseuses. Et vous voyez ici sur la petite figure de droite, une IRM du genou avec tout cet œdème magnétique osseux. Une des parts de la douleur articulaire est une douleur osseuse. C'est important à savoir. On a des traitements de l'os qui agissent sur l'os qui peuvent donc diminuer ces douleurs articulaires. Alors, autre douleur, ce sont les douleurs chroniques. Au bout d'un moment, cette synoviale qui a été enflammée va devenir fibreuse, va se modifier, et on a ce qu'on appelle des douleurs chroniques liées à ces modifications synoviales qui, elles, sont moins inflammatoires, où va apparaître aussi ce qu'on appelle la composante neuropathique. Ces petits nerfs qui sont présents un peu partout dans l'articulation vont dégénérer, vont s'abîmer et vont s'activer de façon permanente, sans stimulus, hein, de façon spontanée. Et donc là, vous avez des patients atteints de douleurs articulaires qui parfois peuvent vous dire « j'ai une sensation de brûlure, de décharge électrique, de picotement ». C'est cette composante neuropathique, c'est ces petits nerfs qui ont été abîmés dans l'articulation.
c'est la composante neuropathique. Et on sait en général que dans les douleurs neuropathiques, les médicaments classiques de la douleur sont peu efficaces. Il faut plutôt avoir recours à des médicaments qui agissent sur la composante neuropathique, c'est-à-dire par exemple les antiépileptiques ou les antidépresseurs, même s'il n'y a pas d'épilepsie ou de dépression marquée, c'est cette composante neuropathique qui appelle ces traitements particuliers. Alors, on se demande toujours d'où vient la douleur articulaire, et ça c'est très important d'essayer de le comprendre. Alors ici c'est une étude qui a été faite sur des IRM du genou pour essayer d'évaluer, d'analyser toutes les composantes de l'articulation du genou et de voir quelle était la composante qui était le plus associée à des douleurs chez ces patients. Et globalement, cette étude en IRM montre que c'est surtout la synovite, l'inflammation de la synoviale, qui est le plus associée à des douleurs, et l'œdème osseux. Donc la douleur articulaire, notamment dans l'arthrose, est une douleur en partie synoviale, inflammatoire, et en partie osseuse, vous voyez. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui n'est pas associé à la douleur. Les ostéophytes, quand on a beaucoup d'ostéophytes, quand on a un cartilage qui est très abîmé, quand on a des kystes au niveau sous-chondral, quand on a une lésion du ménisque, ça n'est pas associé à plus de douleur. Donc ça, c'est important, parce que souvent, on a trop tendance, quand on est médecin, à se baser sur les images, parfois à orienter une attitude thérapeutique. Et si un genou est très abîmé, on aura tendance parfois à proposer une chirurgie. Je dis toujours, on n'opère pas une image, on opère un patient. Et ici, vous voyez que certains types d'anomalies articulaires ne sont pas associés à plus de douleur. Donc, opérez vos patients si besoin, s'ils le nécessitent, mais jamais les images. Alors, ça, c'est les données actuelles des neurosciences. La douleur, c'est une expérience. C'est une expérience, bien sûr, qui est dans le genou, quand on a mal à son articulation, mais qui fait intervenir aussi le cerveau de façon très importante. Le cerveau se sensibilise. Plus on a des stimulations qui viennent de la périphérie, du genou, plus mon cerveau va devenir sensible, va être, je dirais, plus réactif à toutes les douleurs. Et ça, c'est important, cette activation cérébrale associée à ces douleurs, notamment chroniques. Et on dit toujours que quand qu'une douleur, c'est toujours dans la tête. Hein, s'il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de douleur, mais ce n'est pas forcément psychologique. Donc quand vos patients vous demandent, mais docteur, c'est dans la tête, moi je dis oui, c'est dans la tête, parce que le cerveau intègre la douleur, mais sans forcément être psychologique. Alors, ça, c'est des notions un petit peu, je dirais, assez spectaculaires, récentes, qui montrent que chez ces patients qui ont des douleurs articulaires chroniques, il y a des modifications du cerveau. Alors, quand on lit ça, ça peut faire un petit peu peur. C'est-à-dire qu'il y a des anomalies, il y a un amincissement de la substance grise dans certaines zones du cerveau. Ici, dans la douleur articulaire, notamment dans les douleurs préfrontales. Alors, ça ne veut pas dire que le douloureux chronique a un cerveau qui est abîmé, qui est moins performant que les autres. Ça veut juste dire qu'il y a une plasticité du cerveau qui est modifiée par la douleur chronique et que ces modifications sont vraiment la signature de la douleur chronique. Donc la douleur, c'est véritablement dans le cerveau, avec ces anomalies qu'on voit quand on fait une volumétrie du cerveau chez les douloureux chroniques. La bonne nouvelle, c'est que quand, ici c'est une étude qui a évalué le cerveau de patients atteints d'arthrose de hanche ou de genou qui ont été opérés et qui, grâce à la chirurgie du genou ou de la hanche, n'ont plus eu mal. Eh bien, 6 à 9 mois après cette chirurgie, ces patients donc, ont repris un volume de cerveau normal dans les zones qui étaient amincies préalablement. Ça veut dire qu'à n'importe quel âge, même ici c'était des sujets de 80 ans, le cerveau est une structure dynamique avec une plasticité cérébrale et neuronale qui se reforme. Bien sûr, les neurones ne se reforment pas, mais les synapses et la plasticité, oui. Et donc, cette douleur chronique, si on la traite bien, eh bien, les anomalies cérébrales peuvent s'améliorer. Alors, différents visages de la douleur. Donc, la douleur, on l'a vu, plusieurs caractéristiques inflammatoires, neuropathiques, osseuses, et tout ça, ça fait un ensemble avec beaucoup d'idées préconçues. La douleur articulaire, c'est souvent associé au vieillissement. On a mal, on a des douleurs d'arthrose, ben c'est parce qu'on est vieux et puis on se dit qu'il n'y a rien à faire.
on pense que plus on a mal, plus c'est grave. Et puis on pense que si on prend des médicaments de la douleur, on va masquer ces douleurs. En fait, tout ça doit être battu en brèche. Bien sûr, l'arthrose, c'est plus fréquent chez le sujet âgé, mais ce n'est pas seulement. Ça peut être associé à l'obésité, ça peut être associé à des modifications hormonales, de la ménopause, ça peut être associé à des traumatismes, donc ce n'est pas que le vieillissement. Et puis l'arthrose, on l'a vu, il n'y a pas plus de douleur quand il y a plus de destruction articulaire. Hein. La douleur est indépendante de la destruction articulaire. Voilà, donc on opérera, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'opérera pas des images, mais des douleurs. Et vous voyez ici des cohortes de patients qu'on a suivis, donc 2 cohortes. Et vous voyez ici sur la droite, avec les différents scores, pour des scores moyens, eh bien, on n'a pas plus de douleur. Pour des scores de destruction articulaire, on n'a pas plus de douleur que pour des scores de douleur plus importantes. Ici, une étude très intéressante, je m'intéresse beaucoup au cerveau. Et vous voyez à gauche un cerveau qui s'allume dans les zones somatosensorielles, c'est-à-dire donc dans les zones de la sensibilité, de la sensation, quand on a une douleur mécanique. Et puis à droite, c'est le cerveau de quelqu'un qui a mal tout le temps. Il s'allume dans les zones plutôt au milieu du cerveau, dans les zones médiales, proches du système limbique, proches du système donc des émotions. Et on voit tout de suite que des douleurs mécaniques, quand ça passe, quand on n'appuie plus sur son genou, ça disparaît, c'est des douleurs qui ont peu d'impact, alors que les douleurs spontanées, les douleurs permanentes, eh bien, elles sont proches du système des émotions et elles vont retentir beaucoup plus sur le moral, sur la composante anxieuse ou dépressive, et donc avec bien sûr quelque chose qui devrait être pris en charge indépendamment de la douleur. Alors les symptômes, la douleur, la grande difficulté des douleurs articulaires, c'est que ce n'est pas stable. D'un jour à l'autre, ça peut s'aggraver brutalement, ça peut aussi évoluer par poussées successives, ou enfin s'aggraver très progressivement. Et puis il y a des facteurs, la météo, certains patients sont météosensibles, il y a des facteurs environnementaux, des facteurs génétiques, plein de facteurs qui font que la douleur n'est jamais la même. Voilà, alors comment évaluer cette douleur? La douleur, c'est indispensable, c'est une expérience, il faut l'évaluer par des échelles d'intensité, des échelles plutôt numériques. On fera surtout une échelle numérique avec, vous demandez à vos patients s'il a mal de 0 à 10, et puis la douleur au mouvement et au repos. Douleur articulaire, bien différencier le mouvement et le repos. Et puis le message de l'évaluation de la douleur articulaire, c'est que vous n'évaluez pas seulement une douleur, vous évaluez aussi une fonction. Si quelqu'un a mal, on veut savoir combien de temps il peut marcher avec cette douleur. Parce que quand on va traiter ce patient, on traitera autant une intensité qu'une amélioration fonctionnelle. Voilà. Et donc, nous avons développé, par exemple ici, un questionnaire aussi pour mieux comprendre les types de douleurs. Est-ce que les patients ont plus des douleurs mécaniques qu'inflammatoires, des douleurs neuropathiques? C'est un questionnaire qui s'appelle le questionnaire OASIS qu'on est en train de développer. D'autres questionnaires, je ne vais pas vous assommer avec toute cette industrie du questionnaire qui nous intéresse beaucoup quand on traite des patients complexes, mais pour repérer toutes ces composantes dont je vous ai parlé, avec surtout l'idée qu'il faut améliorer les patients, les rendre dans un état acceptable, c'est-à-dire que leur douleur soit acceptable. Et pour finir, un symptôme qui est très souvent associé à la douleur, c'est la fatigue. La fatigue, c'est aussi un élément qui vient du cerveau et qu'il faut souvent évaluer chez nos patients douloureux chroniques. Je vous remercie, je vous retrouve tout à l'heure pour les questions et c'est un grand plaisir maintenant de laisser la parole à mon confrère, le docteur Marc Beck. Merci, professeur Perrault. Donc, à partir de ce que nous a dit le professeur Perrault, voyons ce qu'on peut faire dans une prise en charge en micronutrition et phytonutrition en cabinet médical courante. La première chose à faire devant un patient qui arrive à notre cabinet, qui peut avoir une douleur à une articulation ou à plusieurs articulations, c'est de savoir si on se trouve en face d'une inflammation aiguë ou chronique. Une inflammation aiguë est en général d'apparition récente ou en poussée sur un terrain rhumatismal connu. A l'inverse, la douleur chronique, en général, est sur un terrain rhumatismal qui est déjà connu. Donc, qu'allons-nous faire en face
d'une douleur aiguë d'apparition aiguë. Là aussi, devant notre patient qui vient en urgence pour cette douleur aiguë, on va devoir déterminer quel type de douleur il a. Est-ce qu'on va trouver une douleur mécanique, qui est une atteinte d'origine osseuse ou capsulo-ligamentaire? C'est une douleur qui apparaît à la sollicitation de l'articulation, c'est-à-dire au mouvement, à la marche, on monte les escaliers. C'est une douleur qui est en général diurne, dont l'intensité augmente au cours de la journée et qui est améliorée par le repos. A l'inverse, on peut se trouver en face de douleurs inflammatoires, d'origine inflammatoire, qui en général est une atteinte de la synovie. Cette atteinte de la synovie, cette inflammation de la synovie, va se traduire par des signes de douleur très souvent nocturnes, qui peut réveiller, comme il a dit la nuit, le patient, qui va s'accompagner des signes caractéristiques de l'inflammation, douleur, chaleur, gonflement, très souvent associés à des épanchements synoviales de l'articulation. Il faut savoir aussi que dans l'inflammation de l'arthrose, très souvent, ce sont des petits fragments de cartilage qui vont être libérés dans la cavité articulaire qui vont provoquer l'inflammation. Donc, déterminer, est-ce qu'on est en face d'une douleur articulaire mécanique ou inflammatoire. Il faut savoir que même si l'intensité de la douleur n'est pas liée à la destruction de l'os, comme nous a dit le professeur Perrault, on a constaté que plus la personne a mal, et plus il y a un phénomène inflammatoire sous-jacent. Et donc très souvent, on peut considérer qu'une personne qui souffre énormément présente de l'inflammation, présente une douleur inflammatoire. Donc voyons maintenant comment on peut prendre ces douleurs mécaniques aiguës. Devant un patient donc, qui vient avec une douleur mécanique aiguë, on commencera par lui donner du Porphyra umbilicalis associé à une association de plantes qui est de l'Arpagophytum et du sol blanc. Pour quelle raison cela? Le Porphyra umbilicalis est une algue qui présente deux principes actifs et chaque principe actif a une action particulière. Le premier principe actif est le porphyral HSP qui a comme propriété de stimuler la production d'HSP, on verra ce que c'est, qui a des pouvoirs antiradicalaires et anti-inflammatoires. Et un autre principe actif qui sont des polysaccharides sulfatés qui ont une action antalgique. Parlons un petit peu du porphyral et son rôle sur les HSP. Donc, faisons un petit rappel sur le rôle des HSP. Lorsqu'il y a un stress au niveau cellulaire, il va y avoir atteinte de certaines protéines qui vont se dénaturer. Dans la cellule se trouvent certaines protéines sentinelles qu'on appelle HSP et qui vont venir se lier à cette protéine dénaturée. Le lien, à partir de ce moment-là, la liaison entre protéines dénaturées et HSP va faire libérer un facteur d'amplification de fabrication qui est l'HSF1. Cet HSF1 va aller au niveau du noyau cellulaire pour stimuler la production d'HSP et ces HSP produits en surplus vont venir se fixer sur les protéines dénaturées. Et à partir de là, ces protéines HSP peuvent avoir deux rôles. Premier rôle, c'est de renaturer la protéine, c'est-à-dire de redonner un rôle fonctionnel à cette protéine qui était au départ endommagée. C'est le premier rôle. Et le deuxième rôle, si la protéine était trop atteinte, c'est de permettre son élimination. Lorsqu'on va donner du Porphyral umbilicalis, on va avoir comme action de stimuler la production d'HSP et à partir de là, d'augmenter la protection et la récupération cellulaire. Donc les HSP ont aussi un pouvoir un petit peu particulier d'antiradicalaire et anti-inflammatoire. Donc, pour quelle raison? Parce que Porphyra umbilicalis est une algue qui se trouve au bord du littoral breton et qui souffre des intempéries du temps et ils doivent donc lutter contre ces intempéries. Et pour cela, il a mis en place des systèmes de protection, en particulier cette production d'HSP. Une étude montre que si on donne in vivo à des cellules humaines du porphyral HSP, on va stimuler la production des protéines anti-stress dans l'organisme. Deuxième propriété du porphyral HSP, c'est son pouvoir antioxydant.
On sait que les radicaux libres ont la possibilité d'attaquer les membranes lipidiques, les protéines, les ADN et aussi la mitochondrie. L'HSP de porphyral va avoir une action protectrice aussi bien au niveau des membranes lipidiques que des protéines, que de l'ADN et que de la mitochondrie. Pour les troubles aigus inflammatoires, on donnera toujours notre porphyral umbilicalis pour permettre une meilleure protection et une récupération des cellules atteintes, auquel on rajoutera à ce moment-là une association de 3 produits, de curcuma, de boswellia et de porphyra umbilicalis. Alors, pour quelles raisons? Parlons de l'association curcuma, boswellia et porphyra umbilicalis. Petit rappel, lorsqu'il y a inflammation, il y a une étape importante dans le déroulement de l'inflammation, c'est l'étape qui passe par l'acide arachidonique. Cet acide arachidonique, sous l'action d'enzymes, la COX-2, va pouvoir donner des prostaglandines GE2 qui ont des propriétés inflammatoires, qui ont des propriétés d'allergie ou de thrombose. Une autre voie, à partir de l'acide arachidonique, passe par les LOX5 qui vont donner des leucotriènes, en particulier 4, qui ont un pouvoir aussi inflammatoire et producteur de radicaux libres. Quand on va donner du curcuma, un extrait de curcuma, on va inhiber les COX-2, donc on va inhiber la production de prostaglandine 2. On va utiliser un extrait spécifique de racines de curcuma concentré en curcumine à 65%, associé à des huiles essentielles provenant de la racine de curcuma. Ces huiles essentielles vont augmenter l'action anti-inflammatoire de la curcumine, mais surtout permettre une assimilation importante de la curcumine. Et cette association curcumine plus huile essentielle de curcuma permet d'avoir une biodisponibilité beaucoup plus importante, 6 à 7 fois plus importante que si on donnait du curcuma seul. Par cette action-là, le curcuma va réduire la douleur, va améliorer le mouvement et la mobilité de la personne, mais surtout ce qui va être intéressant aussi, c'est que la curcumine va avoir une action sur la CRP, et on s'est aperçu que sur cette action anti-inflammatoire de la curcumine est aussi importante, si ce n'est pas plus, que l'apport de diclofénac. L'autre plante, ça va être du boswellia. Un extrait de boswellia, on va avoir une inhibition des LOX5, donc on aura un arrêt de fabrication des leucotriènes 4 et donc des procédés inflammatoires et radicalaires. Cet extrait de boswellia provient d'une plante, on utilise en partie la résine et à partir de l'écorce du boswellia. On va avoir un extrait qui va être concentré en acide boswellique à 75%, dont 10% en ACBA, qui est l'acétyl 11 kéto-bêta-boswellique acide, et c'est ce principe actif, l'ACBA, qui aurait les propriétés anti-inflammatoires du boswellia. De la même manière, donc quand on va donner du boswellia, on va pouvoir améliorer, réduire la douleur, améliorer la mobilité, combattre les raideurs de l'articulation, et on va avoir une action aussi sur les métalloprotéases, qui sont ces enzymes qui ont tendance à détruire le cartilage et l'os. Beaucoup d'études démontrent l'efficacité de la curcumine et du boswellia. Le troisième élément, ce sont les polysaccharides sulfatés, qui est l'autre principe actif du porphyral umbilicalis, et lui va avoir une action très antalgique. Il faut savoir que c'est la démarche de recherche et développement du pôle innové de Pilech qui a mis au point cet extrait, ce principe actif des polysaccharides sulfatés. Ces polysaccharides sulfatés ne se trouvent pas dans les plantes terrestres, on ne les trouve que dans les algues, et ces polysaccharides sulfatés ont une grande propriété antalgique par des propriétés antinociceptives aussi bien au niveau périphérique que plus ou moins cérébral. Donc ce polysaccharide sulfaté va amener le côté antalgique de ce produit. En synthèse, donc, devant toute douleur articulaire, on va commencer en aigu à donner du protéochoc, qui amène nos protéines de stress, qui stimule nos protéines de stress, et on va donner 4 capsules à une prise pendant 3 jours.
Puis on va associer, si on se trouve en face de douleurs mécaniques, un phytostandard d'Arpagophytum sol blanc, et on donnera 2 gélules 2-3 fois par jour en fonction de la douleur. À ce Arpagophytum sol blanc, on pourra ajouter, si on se trouve en face de douleurs qui entraînent des contractures musculaires, de la valériane, et on pourra donner une gélule 2 à 4 fois par jour, là aussi en fonction des contractures. Si on se trouve dans une douleur inflammatoire, on donnera toujours notre protéochoc au démarrage, 4 capsules à une prise pendant 3 jours, et on rajoutera notre cartimotyle, qui est une association de curcuma, boswellia et polysaccharides sulfatés, et on donnera 1 à 2 gélules 3 à 4 fois par jour, là aussi en fonction de la douleur. Et si on se trouve en face d'un épanchement de synovie important, on pourra rajouter au cartimotyle un phytostandard reine des prés, une gélule, 2 à 3 fois par jour, en fonction de l'importance de l'épanchement. Passons maintenant aux douleurs chroniques. La première douleur chronique que l'on va voir, la plus fréquente, c'est l'arthrose. Alors, petit rappel physiologique et physiopathologique de l'arthrose. Ça se passe au niveau d'une articulation. Qu'est-ce que c'est une articulation? C'est une structure anatomique située à la jonction de 2 os, entre 2 os. Ça va comprendre l'os sous-chondral, ça va comprendre la membrane synoviale qui sécrète le liquide synovial et le cartilage. Quelle est la fonction du cartilage? Le cartilage a 2 fonctions. Ça va jouer sur la mobilité des os, ça permet le glissement d'une extrémité sur l'autre, et ça va avoir une action d'amortissement et de répartition des charges mécaniques. De quoi est constitué un cartilage? Un cartilage est constitué en partie d'une matrice extracellulaire très abondante. Elle est composée d'eau à 70%, elle est composée de protéoglycanes. Ces protéoglycanes sont des protéines dont les plus importantes connues sont la chondroïtine et la glucosamine. Quel rôle? C'est un rôle d'éponge, d'amortissement et d'élasticité du cartilage. Le troisième élément de la matrice extracellulaire, c'est le collagène. C'est du collagène de type 2 qui va servir de maillet, de sorte de filet, et qui permet la résistance du cartilage. Au milieu de cette matrice extracellulaire, on va trouver des cellules, et uniquement ce type de cellules qui sont le chondrocyte. Le chondrocyte est responsable de la fabrication ou de la destruction du cartilage. Comment ça marche? Le chondrocyte donc peut faire soit synthétiser du cartilage, soit le dégrader, et ça va dépendre de son environnement. S'il se trouve dans un environnement anti-inflammatoire, c'est-à-dire avec plutôt des cytokines environnantes, IGF-1 et TGF-bêta, il va construire du collagène de type 2, il va construire des protéoglycanes. Par contre, si on se trouve dans un environnement inflammatoire, type interleukine 1, TNF-alpha, interleukine 6, il va entraîner la sécrétion de métalloprotéases, en particulier de stromiélésine et de catepsine, qui vont détruire le cartilage. Donc, inflammation, le chondrocyte, métalloprotéases, destruction du cartilage. D'où peut provenir cette inflammation? Plusieurs facteurs peuvent jouer sur l'inflammation: le surpoids, le syndrome métabolique, l'inactivité physique, le surmenage articulaire, le déséquilibre postural, le terrain acide, le déficit d'apport en antioxydants et en acides gras polyinsaturés, une perméabilité intestinale. Les intolérances alimentaires peuvent être responsables d'inflammations qui vont jouer sur les articulations, et bien sûr le vieillissement. Il faut savoir aussi que le déséquilibre postural peut créer des causes biomécaniques qui vont entraîner directement une destruction du cartilage. Et l'inflammation qui entraîne la destruction du cartilage, des causes biomécaniques qui entraînent la destruction du cartilage, vont venir entraîner l'inflammation, et on rentre dans un cercle vicieux, une chronicité qui va entraîner la destruction complète du cartilage. Les solutions pilèges, on va pouvoir donner de l'arthrobiane qui va amener, on verra, de la chondroïtine et de la glucosamine en particulier, 4 comprimés par jour pendant 3 mois, puis on fera un mois sur 3 d'arrêt, parce qu'on sait que la chondroïtine et la glucosamine ont des effets rémanents.
Pendant le mois d'arrêt de l'arthrobiane, on pourra donner du phytostandard cassis, qui est une plante qui a une action sur le chondrocyte en le protégeant de l'inflammation et en stimulant la production de collagène et de protéoglycanes. On le donnera 1 mois sur 3 dans la période de pause de l'arthrobiane. Et on pourra donner en plus de l'omégabiane EPA, cet acide gras polyinsaturé. On donnera 2 capsules au repas du soir si la personne mange du poisson, 2 fois par semaine au moins de 200 grammes, et autrement 4 capsules au repas du soir chez les personnes qui ne mangent pas de poisson. Petit rappel sur l'intérêt d'apporter du sulfate de glucosamine et de la chondroïtine et du galanga. On sait que l'apport de sulfate de glucosamine, dont l'origine est la carapace du crustacé, va jouer sur la constitution de la matrice du cartilage en jouant sur les protéoglycanes. On va avoir un rôle dans le maintien et la résistance du cartilage. Pour avoir des doses efficaces, il faut au moins 1200 mg par jour d'apport, ce qu'on va retrouver dans les 4 comprimés. Le deuxième principe actif est le sulfate de chondroïtine, qui lui est d'origine de cartilage de poisson. On va utiliser des déchets de la pêche pour maintenir le côté biologique et écologique. C'est un constituant essentiel de la matrice du cartilage, fait partie des protéoglycanes, et de la même manière va avoir un rôle dans l'élasticité et l'hydratation du cartilage. Il faut, pour être efficace, avoir 800 mg de sulfate de chondroïtine par jour, c'est ce qu'on retrouve dans les 4 comprimés. Le dernier élément, c'est le galanga, qui a une activité agissant sur le système immunitaire et en particulier sur l'inflammation, donc il va venir amener une petite note anti-inflammatoire pour éviter que le chondrocyte détruise cet apport. L'apport d'acides gras polyinsaturés, pour quelles raisons? Ce qu'il faut savoir, c'est que tout va dépendre de la qualité des acides gras de la membrane cellulaire. Lorsqu'il y a stress et inflammation, cela va stimuler une enzyme qui est la phospholipase A2, qui va aller au niveau de la membrane cellulaire chercher un acide gras. Si c'est des oméga-6 qui prédominent, ça va donner de l'acide arachidonique qui lui-même est le précurseur, comme on a vu, de cytokines pro-inflammatoires. Si par contre la membrane cellulaire est riche en oméga 3, il va prendre les oméga 3 qui lui va être à l'origine de cytokines anti-inflammatoires. Et à partir de là, on pourra orienter dans un phénomène aigu le terrain immunitaire vers le terrain anti-inflammatoire. De plus, si la membrane cellulaire est riche en DHA, où on sait aussi que l'EPA peut donner le DHA et l'EPA sont précurseurs de résolvine qui terminent les inflammations, et c'est intéressant dans les inflammations chroniques pour terminer cette inflammation. Les autres troubles chroniques. Donc là, j'ai repris une catégorie de douleurs que j'ai vue dans un exposé du professeur Perrault, où il y avait les douleurs aiguës, qu'on a vu, les douleurs inflammatoires, ce qu'on a parlé un petit peu, mais ce qui m'a intéressé, c'est de voir des douleurs neuropathiques avec ces atteintes du nerf et ces douleurs dans le chronique avec cette atteinte cérébrale ou cette participation du cerveau. Que pouvons-nous faire? Et aussi, les douleurs spontanées orienteraient, si j'ai bien compris, plutôt vers les douleurs avec participation cérébrale, tandis que les douleurs provoquées seraient plutôt des douleurs mécaniques ou atteintes osseuses périphériques. Dans les douleurs neuropathiques, il y a déjà l'acide alpha-lipoïque qui peut être donné, qui est un principe actif où il y a eu beaucoup d'études, en particulier dans les neuropathies du diabétique et chez les alcooliques. Mais en Allemagne, l'acide alpha-lipoïque est utilisé dans quelle que soit l'atteinte neuropathique, mécanique, même en chimiothérapie, on utilise. Puis on sait bien sûr qu'une carence en vitamines peut conduire à des neuropathies périphériques ou aggraver la neuropathie, en particulier un déficit en vitamine B1, B6 et B12. Et nous avons une plante aussi qui est très antinévralgique, c'est le millepertuis. Le millepertuis est connu pour son action antidépresseur polyvalent puisqu'il joue sur la noradrénaline, la sérotonine et la dopamine. C'est une plante sédative et anxiolytique, mais aussi antinévralgique. Bien sûr, il y a des contre-indications, en particulier les contre-indications avec tous les immunosuppresseurs lors de greffe d'organes ou tous les inhibiteurs des tyrosine kinases ou les inhibiteurs de protéases lors de certaines pathologies comme en particulier le sida. Ce sont des pathologies, ce sont des produits à marge étroite d'efficacité, donc il faut y faire attention. Les autres précautions d'emploi, anticonvulsivants, antivitamine K, contraceptifs oraux, progestatifs, digoxine, c'est plus des précautions d'emploi
car la plupart des études récentes montrent qu'on ne retrouve quasiment pas d'effets secondaires avec le millepertuis à ce niveau-là. En général, on accuse le millepertuis d'être responsable ou de pouvoir peut-être donner ces effets secondaires-là du fait qu'il va jouer sur la détoxication des médicaments, en particulier en jouant sur la phase 1 et éliminant, donc accélérant l'élimination des médicaments. Donc, les solutions pilage dans les douleurs neuropathiques, cela va être le millepertuis, bien sûr, que l'on donnera soit sous forme de PS, soit sous forme de comprimé. On pourra associer l'Unibiane acidéral alpha-lipoïque, un comprimé matin et soir, c'est de l'acide R-lipoïque à 200 mg. Et on associera aussi le protéochoc pour essayer de redonner au nerf sa forme, 4 capsules à une prise par jour, tous les 3 jours, puisque là on est dans le chronique et on sait que toute prise en charge d'une maladie neuropathique prend du temps. Et on pourra associer si nécessaire du multibiane pour amener toutes les vitamines B qui pourraient être déficitaires en fonction de l'enquête alimentaire, et on pourra rajouter notre cartimotyle, un anti-inflammatoire si c'est nécessaire, si l'atteinte périphérique est inflammatoire. Pour terminer, les douleurs chroniques avec ces douleurs spontanées avec cette sensibilisation cérébrale. Et en micronutrition et phytothérapie, on sait que toute inflammation périphérique peut entraîner des inflammations au niveau cérébral et entraîner des modifications de la neuroplasticité cérébrale. Qu'allons-nous faire? Donc on sait le premier élément, c'est la curcumine. La curcumine est un principe actif qui franchit très bien la barrière hématoméningée et on va retrouver son action anti-inflammatoire au niveau cérébral et de ce fait-là aussi une action antidépressive. Donc là, on redonnera notre cartimotyle à 1 à 4 gélules par jour. On pourra associer de la rhodiole safran, 2 comprimés le matin, puisqu'on sait en particulier que rhodiole et safran ont des actions anti-inflammatoires cérébrales et que la rhodiole a une action sur la neurotrophicité du cerveau. J'ai considéré que très souvent la douleur les modifications au niveau du cerveau dues à la douleur ressemblent un petit peu aux modifications dues à la dépression. Et on sait que la rhodiole va redonner le volume à l'hippocampe qui peut être modifié dû à la dépression. Et on peut associer le griffonia, qui est aussi une plante qui va jouer sur la douleur. Très souvent, ces personnes qui ont ces atteintes au niveau du cerveau par la douleur sont des gens irritables parce que l'inflammation va faire baisser la sérotonine et on va se trouver en face de personnes qui ont un comportement un petit peu déficient en sérotonine. Et le griffonia est une plante aussi qu'on peut donner dans la fibromyalgie où il y a des études qui montrent que ça calme les douleurs de la fibromyalgie. Maintenant, je vais redonner la parole au professeur Perrault pour qu'il nous parle un petit peu de l'étude observationnelle. Bien, merci beaucoup. Merci pour cet exposé très clair, très précis sur les solutions dans les différentes situations cliniques. Alors, c'est un grand plaisir de vous parler, pour aller plus loin, d'une étude que j'ai le plaisir de coordonner avec les laboratoires PILège. Donc justement, dans la droite ligne de tout ce que nous venons de discuter, donc d'essayer de mettre en évidence donc l'effet d'un complément nutritionnel, donc ici le cartimotyle, donc sur l'arthrose, sur les douleurs liées à la gonarthrose. Et donc cette étude essaye donc de confirmer tout ce qui vous est suggéré et tout ce qui a déjà été suggéré par les études précédentes sur le long terme, donc à 3 mois, l'effet donc de ce cartimotyle à 3 mois, mais aussi de mieux comprendre quels sont les patients qui en bénéficient le plus, quels sont les profils de patients à qui on pourra véritablement proposer ces médicaments, ces nutriments. Donc le docteur Marc Beck vous a bien montré les différentes approches pour la douleur aiguë, pour la douleur chronique. Et donc c'est un petit peu ce que nous souhaitons investiguer dans cette étude. Donc c'est une étude observationnelle sur 3 mois, donc chez des patients atteints de gonarthrose que nous allons suivre, donc traiter et suivre régulièrement. Et l'objectif aussi de cette intervention à la fin de cet exposé est aussi de vous sensibiliser à cette étude et de vous inviter à y participer. Si vous êtes médecin en cabinet médical de ville,
que vous soignez des patients atteints de gonarthrose, que vous avez envie d'essayer ces nouvelles approches tout à fait intéressantes qui reposent véritablement sur une meilleure connaissance de la physiopathologie de la douleur, mais aussi des mécanismes, on l'a vu, de l'inflammation périphérique ou cérébrale. Eh bien, on vous propose de nous contacter pour participer à cette étude où 126 patients vont être inclus. Elle a déjà démarré. Nous avons déjà un certain nombre de patients qui ont été inclus et de médecins qui participent activement, mais on vous propose d'y participer pour démontrer de façon véritablement scientifique, et c'est ça qui est très intéressant avec cette étude, démontrer avec une évaluation scientifique, des questionnaires validés, l'efficacité donc de ces compléments alimentaires nutritionnels dans la gonarthrose douloureuse. Merci pour votre attention et maintenant je donne la parole à monsieur Dr Marc Beck pour les questions. Alors il y a une première question, c'est que pensez-vous de l'utilisation de la scrofulaire à la place de l'arpagophytum pour les douleurs les plus fortes? Alors c'est vrai que la scrofulaire est une plante intéressante du fait qu'elle est un peu plus anti-inflammatoire que l'arpagophytum, du fait qu'elle contient les arpagosides comme dans l'arpagophytum, mais qu'elle contient en plus de l'ocubine. Et donc cette association de l'arpagoside et l'ocubine montre une action très anti-inflammatoire. Donc j'aurais pu très bien en parler dans ce cas-là. J'ai préféré parler de l'association en comprimé d'arpagophytum sol blanc, du fait que la scrofulaire a un goût un petit peu difficile du point de vue goût, d'autant plus on l'associe avec du sol blanc. Et donc pour la facilité de l'exposé et de l'emploi avec le patient, j'ai préféré parler de l'arpagophytum. Alors quelle solution proposer à des patients allergiques en ne voulant rien prendre d'origine marine? Mais c'est difficile parce que la plupart, donc ça je réponds aussi encore, hein, parce que alors bien sûr il y a une précaution d'emploi chez les personnes avec en particulier arthrobiane du fait que ça provient de cartilage de crustacés, que donc il pourrait y avoir des allergies. On est un petit peu limité par rapport, des fois on pourrait amener que de la chondroïtine qui peut être d'autres espèces que de poissons, d'autres origines de poissons. Mais à ce moment-là, ce qu'il faut jouer beaucoup, c'est se dire je ne peux pas amener de protéoglycanes du fait de l'allergie, mais je peux jouer sur l'inflammation qui peut détruire les protéoglycanes. Et donc là, je vais jouer un peu plus longtemps avec le cassis. Je pourrais rajouter de la prêle qui, en étant une plante reminéralisante, en amenant aussi de la silice, qui est un élément important dans la structure du cartilage, pourra amener un mieux à long terme. La troisième manière aussi, c'est un petit peu, on peut jouer aussi, on a vu que dans ce qui détruit le cartilage, il y a l'inflammation. L'inflammation peut venir du terrain acide, qui va pouvoir créer une atteinte au niveau du cartilage et au niveau de l'os sous-jacent, et ça peut être intéressant de travailler sur l'équilibre acido-basique. Et là, on peut donner des plantes, on peut donner des complexes alcalinisants, comme Enabian. On me demande que pensez-vous de l'utilisation du MSM associé à la glucosamine et chondroïtine. C'est un apport d'un produit un petit peu soufré et ça ne peut qu'aider et amplifier l'action. Si on a en général l'apport de glucosamine et de chondroïtine est une approche assez efficace, mais des fois bien sûr rien ne marche à 100%. Et donc des fois ça peut être intéressant de rajouter du MSM pour amplifier l'action de la chondroïtine et de glucosamine. Mais très souvent, je dirais dans 90% de ma patientèle, le fait de donner de l'arthrobiane en alternance avec du cassis couvre une grande partie, amène une amélioration très importante. S'il y a d'autres questions. Pas d'autres questions? Non. C'est moi peut-être qui vous en posez une, peut-être. Oui, si vous voulez. Parce que j'ai trouvé très intéressant votre exposé, et en particulier ce que pendant longtemps on ne faisait pas attention, c'est la douleur chronique, sa répercussion au niveau du comportement et du cerveau. Et comment vous prenez ça en charge à l'hôpital, un petit peu, de cette partie-là. Donc effectivement, la douleur chronique, c'est tout autant une expérience
qui a son origine dans une inflammation, dans une participation neuropathique telle qu'on l'a décrit, mais qui après va envahir toute la vie et donc va modifier le comportement des patients qui vont avoir tendance à s'isoler, se replier, à réduire leurs activités, donc à changer de vie et à rentrer dans un cercle vicieux qui, bien sûr, ne fait qu'aggraver les choses. Donc les approches dans la douleur chronique maintenant font beaucoup appel à ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, c'est-à-dire mieux comprendre quelle est la perspective du patient, qu'est-ce qu'il comprend de cette douleur, quel sens aussi il lui donne, et comment on va pouvoir aussi changer ses préjugés. Hein. J'ai parlé des préjugés, il y a beaucoup de préjugés, il y a une fatalité, on ne peut rien y faire. Et donc on voit bien qu'avec vos approches, on peut faire des choses sans forcément passer par des médicaments. Donc l'idée de travailler sur la fatalité, de travailler, c'est parce que j'ai très mal, donc je suis très abîmé, donc je suis foutu. Donc là, il faut dire aux patients non, pas du tout. Et puis donc entraîner les patients à changer leur comportement, à se remettre à bouger, faire de l'activité physique. Donc tout ça, c'est des programmes. Et moi, dans mon centre, par exemple, on fait des programmes d'éducation. Ça s'appelle Arthro School pour aider les patients à changer leur façon, leur stratégie face à la douleur. D'accord, merci. Alors, entre-temps, il y a d'autres questions qui sont intervenues. Pour les lombalgies aiguës ou sciatiques, même traitement. En démarrage, pour l'inflammation aiguë, ça sera pareil. Là, on est dans une inflammation en général inflammatoire. Donc, je donnerai du cartimotyle et de la valériane pour le côté contracture musculaire. Et si on pense qu'il y a déjà une souffrance au niveau du nerf, on pourra rajouter une Ibiane acidaire lipoïque pour jouer sur protéger la neuropathie et pour protéger le côté nerf. Pendant combien de temps peut-on garder le cartimotyle lorsqu'il est d'une gonarthrose avancée? Je pense pendant très longtemps. Simplement, on va diminuer les doses et on restera peut-être certainement à 1 comprimé par jour pour jouer sur l'inflammation chronique de base qui pourrait faire une poussée de gonarthrose. Peut-on être serein sur l'association curcuma et anticoagulant? Alors il faut savoir que quelle que soit la plante, quel que soit le médicament, quel que soit le micronutriment que l'on rajoute à quelqu'un qui est sous antivitamine K, ça peut modifier son INR. Et donc il faudra adapter la dose de l'anticoagulant à l'INR. Donc on conseille en général de refaire une prise de sang entre 4 et 7 jours après le début du traitement. On vérifie l'INR, on adapte l'antivitamine K, et à partir de là, ça ne pose pas de problème. La seule chose que des fois on oublie, c'est qu'on arrête le cartimotyle ou le médicament, il faut recontrôler l'INR parce que l'arrêt va remodifier aussi l'INR et donc il faudra adapter l'anticoagulant. Avec les nouveaux coagulants, les nouveaux anticoagulants, Xarelto, Ilikis, etc., pour l'instant, on n'a pas de contre-indication ou de précaution particulière à prendre. Alors, donc on me pose beaucoup de questions. Bon, d'abord rapidement, protéochoc, pour quelles raisons protéochoc en chronique? Parce que très souvent dans les neuropathies, à un moment donné, une souffrance du nerf et le nerf va devoir récupérer et grandir. Je crois qu'on disait à un moment donné que c'est 0,1 mm par jour de croissance. Et je pense que de donner les protéines de stress, donc de protéochoc qui va stimuler ces protéines de stress, on va permettre une meilleure récupération du nerf. Et c'est pour ça que je le donne en chronique. Et du fait que ces protéines de stress que l'on stimule avec protéochoc ont une durée de vie de 48 heures à 72 heures, ça ne sert à rien en chronique de le stimuler en permanence. Et donc on le fait tous les 3 jours pour relancer la stimulation. Pour une Ibiane, donc une Ibiane acidaire lipoïque, c'est un produit qui joue sur les neuropathies et je pense que dans les névralgies, dès qu'il y a atteinte du nerf, quelle que soit l'origine, ça vaut la peine d'essayer de donner de l'acide lipoïque pour compenser. Il n'y a quasiment pas d'effet secondaire avec l'acide lipoïque. Donc une Ibiane, que je le répète bien, joue au niveau du côté neuropathie. Ça ne joue pas au niveau du cartilage ou autre.
Alors, on me pose l'arpagophytome et antécédent d'ulcère duodénal. Il n'y a pas trop de problème avec l'arpagophytome et les ulcères, peut-être précaution d'emploi. Par contre, je vous rappelle que le curcuma est anti-ulcéreux. Donc, si vous avez un doute, à ce moment-là, vous laissez tomber arpagophytome et vous passez à cartimotyle, ou le fait d'amener du curcuma, vous aurez aussi une action protectrice au niveau de l'ulcère. Alors les tendinites, mais les tendinites, ça va être un petit peu pareil. Vous avez les tendinites, c'est une inflammation aiguë avec souffrance du tendon. Donc vous allez donner protéochoc pour jouer sur la souffrance du tendon, vous allez donner cartimotyle pour jouer sur l'inflammation, et très souvent on va rajouter de la prêle parce que la silice fait vraiment partie d'un constituant des tendons, et de rajouter un EPS prêle va aider à la récupération beaucoup plus rapide du tendon. Je vous rappelle que par contre les tendinites calcifiantes, là c'est l'inflammation qui va faire le dépôt de calcium, et c'est vraiment de jouer sur l'inflammation, et on va jouer à nouveau encore avec du cartimotyle et de la prêle pour jouer sur les tendons, mais il faudra jouer sur tout le terrain, et en particulier le terrain acide, qui est un gros facteur de précipitation du calcium au niveau des tendons. Voilà, je ne sais pas. Exactement, ça je l'ai fait. Très souvent dans les questions que vous posez, vous posez des cas il y a la tendinite, le genou, le dos, mais réfléchissez, au lieu de réfléchir au départ en zone d'atteinte, en quelle est l'articulation qui est atteinte, réfléchissez aigu ou chronique, inflammatoire ou mécanique, chronique chronique seul, ou chronique avec participation du nerf, ou chronique avec participation cérébrale. Et à partir de là, avec les schémas un petit peu qu'on vous a donnés, vous pouvez vous en sortir. Voilà. Bien, merci beaucoup. Je pense que nous avons été très complets, et merci pour tous ces exemples et ces réponses très très pratiques et concrètes aux questions qu'ont posées donc nos auditeurs. Donc je vous remercie encore pour avoir participé activement et assisté à cette webconférence des laboratoires Pilège. Nous vous remercions, nous espérons que certains d'entre vous participeront à l'étude donc cartimotyle, et puis à très bientôt pour d'autres webconférences. Merci beaucoup. Merci.